Maintenant, nous allons poursuivre sur le projet de loi 69. Alors, je suis prête à céder la parole au prochain intervenant, Madame la députée de Mille-Îles. À vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je vais commencer au même point que le collègue, le député de Jean Talon, a terminé, en disant que nous aussi, nous demandons de retourner à la table de dessin, de recommencer le travail, de mettre une pause et aussi que nous voterons contre le projet de loi. Donc je commence ainsi. Maintenant, je vais peut-être au moins saluer les collègues qui ont participé aux consultations particulières, notamment le député Jean Talon, mais la ministre aussi. Et je veux saluer les groupes qu'on a entendus. C'est pas rien, Madame la Présidente, on a entendu 37 groupes en consultation particulière. Et ça, c'est sans compter qu'il y a de nombreux groupes qui auraient souhaité être entendus, mais malheureusement qui n'ont pu l'être. Parce que le gouvernement a souhaité limiter le nombre de groupes qui étaient entendus. Et je vais souligner, par exemple, Greenpeace, qui a fait plusieurs démarches pour tenter d'être entendu, qui considérait que c'était l'avenir du Québec qui était en jeu avec ce projet de loi-là. Ils auraient aimé pouvoir s'exprimer. Malheureusement, ça n'a pas été possible pour eux. Et on a aussi reçu 74 mémoires. C'est pas rien, ça démontre à quel point ça touche tout le monde, toute la société. Ce projet de loi-là est gigantesque pour notre avenir et vraiment, en fait, gigantesque. Il est gigantesque en termes de nombre d'articles, mais il est surtout extrêmement important pour notre avenir. Alors, je vais peut-être revenir sur la base, hein, le titre du projet de loi. Ce que ça dit, c'est la loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives. Bon, ce que ça dit, en gros, c'est qu'on souhaite revoir la façon qu'on gouverne nos ressources énergétiques. Mais dans les faits, on veut surtout pouvoir augmenter la capacité de production énergétique du Québec. Et là, je dois dire qu'il y a vraiment plusieurs enjeux, plusieurs brèches qui ont été constatées par les groupes qui sont venus nous parler. Évidemment, nous aussi, à la lecture du projet de loi, on a constaté des écueils importants. Mais d'abord, je voudrais rappeler que la coalition Avenir Québec n'a pas été élue avec le mandat de revoir la façon qu'on produit notre énergie, de revoir la gouvernance, de revoir les tarifs. Ça ne faisait pas du tout partie des enjeux électoraux. Et ce que tout le monde, ou presque tous, ont dit, c'est qu'une telle réforme aurait dû être précédée par une conversation nationale. Nous, on avait proposé une commission itinérante, le Parti libéral du Québec avait proposé ça, une commission itinérante pour aller à la rencontre de l'ensemble des Québécois et l'ensemble des groupes, des entreprises impactées, parce qu'il y a énormément de gens qui auraient aimé pouvoir s'exprimer et des gens venir à une commission parlementaire, c'est pas disponible à tous d'abord. Et je vais mentionner à ce sujet, je vais vous lire un extrait du mémoire de l'Union des consommateurs, mais ça reflète ce que beaucoup de groupes nous ont dit. Alors, ils ont écrit ainsi, la plupart des changements proposés sont avancés sans débat public adéquat ni données claires sur leur impact, tant en termes de décarbonation du Québec que sur les finances personnelles des ménages. Évidemment, pour l'Union des consommateurs, c'est ce qui inquiète le plus, les finances personnelles des ménages, mais ça vaut pour toutes les entreprises aussi qui s'inquiètent de voir des modifications la façon que les tarifs sont établis. Que les investissements qui vont être requis pour atteindre, dans le fond, le niveau d'énergie qu'on voudrait produire dans le futur, va nécessairement amener une pression à la hausse aussi sur les tarifs. Mais cette conversation-là, à savoir est-ce qu'on veut vraiment atteindre ces niveaux-là, est-ce qu'on veut faire de la production privée, etc., on ne l'a pas eu. Et c'est ce que plusieurs ont dénoncé.
Je vais rappeler aussi la situation actuelle. Donc, je vais retourner un peu en arrière. Le 15 février 2023, il y a eu une loi, la loi 2, qui, elle, donnait dorénavant, en fait, dictait que tous les blocs d'énergie de 5 MW et plus devaient dorénavant être autorisés par le ministre de l'Économie et de l'Énergie. Auparavant, c'était 50 MW. Ce que ça fait, en fait, c'est qu'aujourd'hui, presque tous les projets, peu importe, à 5 MW, ça englobe énormément de projets, bien, doivent être autorisés par le ministre. Ça crée beaucoup d'incertitudes. Et je vais vous donner un exemple. Je suis allée visiter en 2023 la Société de transport de Laval, la STL. Je suis députée à Laval. Et ils nous disaient, bien, on ne sait pas. On ne sait pas si on va avoir notre bloc d'énergie pour électrifier nos autobus. Pourtant, le gouvernement va cesser de subventionner des véhicules hybrides. La seule chose qu'on peut dorénavant acheter, c'est des véhicules électriques, mais on n'a toujours pas l'autorisation du ministre pour notre projet. Depuis, ça a été octroyé, mais ça a été très long et ça a amené énormément d'incertitudes. Et les délais aussi, bien, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait augmenter les coûts de construction du garage qui avait besoin de cette énergie-là. Donc ça, c'est un impact, c'est un exemple, mais il y en a une multitude. Et on a constaté aussi qu'il y a des groupes, particulièrement des entreprises étrangères, qui ont obtenu des blocs d'énergie vraiment important. Et évidemment, vous allez comprendre, je vais vous parler de Nordvolt, il est sur toutes les lèvres ces jours-ci, Nordvolt. Bien, quand on octroie 354 mégawatts à une entreprise, ça prive énormément d'entreprises de plus petits projets, évidemment. D'autant plus qu'à Nordvolt, on n'a demandé aucun objectif d'autoproduction, alors qu'il y a un potentiel immense sur les toits, par exemple, de faire de l'électricité solaire. Donc, aucun objectif. Alors que d'autres entreprises, elles, sont prises à regarder vers de l'autoproduction parce qu'elles n'ont eu aucune énergie allouée. Ensuite, quand on constate qu'il y aura des délais dans le projet, et ça, même la ministre l'a admis, et l'entreprise doit nous revenir d'ici peut-être une semaine sur les délais, combien de temps qu'on parle, bien, ce sont des blocs qui sont réservés, mais qui pourraient servir à d'autres entreprises. D'ailleurs, la FQM nous a dit on ne compte plus le nombre de projets qui n'ont pu être réalisés en région, étant donné les problèmes d'approvisionnement en énergie. Et donc, ces problèmes-là affectent non seulement des entreprises, mais aussi l'économie complète de région. Et ça, c'est très dommageable. Il y a des entreprises québécoises qui ont été freinées dans leurs projets d'expansion, de décarbonation, et on a abondamment parlé du cas des forges de Sorel, qui avaient besoin, Madame la Présidente, juste en comparaison, là, on parle de Nordvolt 354 MW, là, on parle des forges de Sorel 16 MW. Ils avaient besoin de 16 MW pour remplacer 80 % du gaz naturel qu'ils utilisent. Et ça aurait permis de retirer 30 000 tonnes. C'est énorme, 30 000 tonnes de CO2, c'est l'équivalent de 6 500 voitures. C'est énorme. 320 travailleurs qui dépendent de ça. Et malheureusement, ce projet-là a été refusé. Sur quels critères? On ne le sait pas. L'entreprise n'a eu aucune communication à ce sujet-là. La grille d'évaluation n'a pas été transmise. Mais ce qu'on sait, c'est que ce projet-là, il est pourtant essentiel à la survie de cette entreprise. 320 travailleurs qui, actuellement, l'entreprise est sur la bourse du carbone, à un taux, actuellement, la tonne du carbone est à environ 40 $ la tonne, mais en 2030, elle sera rendue à 100 $ la tonne. Alors, l'entreprise voit ça et elle dit, mes coûts vont augmenter de façon si importante, les coûts liés au crédit de carbone, que je n'ai pas le choix, il faut que j'investisse pour me décarboner. Alors, ça devient un projet de survie, ce projet-là, et on l'a refusé. Et le plus étonnant là-dedans, c'est qu'une obscure entreprise étrangère qui fait dans le géotextile, elle, a reçu les mégawatts à Sorel. On ne sait pas combien de mégawatts, mais elle a reçu des mégawatts à Sorel. Alors, c'est sûr que ça laisse pantois sur la gestion des mégawatts jusqu'à maintenant. Et le projet de loi, on craint évidemment que la situation s'empire. D'ailleurs, le projet de loi d'emblée, on dit que c'est pour décarboner l'économie qu'on a besoin de ce projet de loi-là. Mais et là, ça a été la première présentation qu'on a eue. La première consultation était avec Hydro-Québec,
Et le PDG d'Hydro-Québec, Michael Sabia, est venu lui-même nous dire qu'on n'avait pas d'équilibre dans le dossier, que dans les faits, on octroyait beaucoup plus de mégawatts à la croissance plutôt qu'à la décarbonation, alors qu'Hydro-Québec elle-même s'était donné l'objectif, et le gouvernement, de dire on va allouer 75 des mégawatts à la décarbonation. Ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Et à ce titre, je vais lire un extrait du mémoire de la Fédération des travailleurs du Québec, la FTQ, qui dit « La décarbonation de l'économie est essentielle pour atteindre nos objectifs climatiques. Cependant, le projet de loi 69 prétend favoriser la décarbonation, mais en réalité, il camoufle une course au développement industriel tout azimut qui risque de freiner nos progrès vers un avenir climatique viable. » Ce que la Fédération des travailleurs du Québec, la FTQ, nous a dit, bien d'autres groupes l'ont mentionné, l'ont soulevé. Et évidemment, les propos de Michael Sabia ont semblé confirmer cette prétention. Ensuite, on dit que le but avoué, c'est de mieux encadrer la production et l'utilisation des ressources énergétiques du Québec. Et là, on parle du plan, dans le projet de loi, là, on arrive tout de suite avec la création d'un plan intégré des ressources. Ça, c'est le PGIR. Et là, je vais essayer de le nommer comme ça parce que sinon, ça va être un peu long. Mais on dit que ça va permettre de planifier la production et l'octroi des ressources dans le temps. OK? Par contre, le problème, c'est que le PGIR va relever du ministre. Alors là, on tombe dans le discrétionnaire. On ne sait pas exactement comment ça va s'enligner. Des groupes nous ont mentionné aussi qu'on a ignoré complètement dans le projet de loi la notion d'efficacité énergétique, pourtant qui devrait être essentielle parce que créer de l'énergie, alors que la création de la future énergie va nous coûter beaucoup, beaucoup plus cher que celle qu'on avait dans le passé. Ça va vouloir dire éventuellement que nos tarifs vont monter si on n'optimise pas notre consommation. Et à ce sujet, le Conseil, c'est le Conseil du patronat, je vais juste dire bien leur nom, Conseil du patronat de l'environnement du Québec, CPEQ, nous a mentionné, il s'étonne que le projet de loi ne mette pas de l'avant-plan l'efficacité énergétique alors qu'elle doit être au cœur même de la transition énergétique. Et c'est ça on semble jouer avec les mots ici. On parle de transition énergétique, mais quand on ne parle pas d'efficacité énergétique, sommes-nous vraiment dans la transition énergétique? On peut se poser la question. On semble être plutôt dans on vend notre électricité pour pas trop cher pour attirer des entreprises, mais malheureusement, quelqu'un devra payer la note puisque la nouvelle énergie qu'on va créer va nous coûter beaucoup, beaucoup plus cher que ce qu'on la vend présentement d'ailleurs. Et encore pour le PGIR, le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques que je mentionnais, bien, de nombreux groupes nous ont souligné qu'on semble faire les choses à l'envers. Parce que là, on dit que le PGIR devrait être aligné sur le plan pour une économie verte et les objectifs climatiques. Ça, tous les groupes nous disent que ça devrait être dans cet ordre-là, mais dans le projet de loi, ça semble être tout à fait le contraire. On dit ni plus ni moins que le plan pour une économie verte, les objectifs climatiques, eux, s'adapteront ce que le PGIR mettra dedans. Ça, c'est un non-sens, Madame la Présidente. Et à ce sujet, d'ailleurs, la Fédération québécoise des municipalités nous en a fait un rappel. Ils nous ont dit le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques et les mises à jour subséquentes, bien, elles doivent prendre en compte les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, tout comme les schémas d'aménagement des MRC. Et je rappellerai que ces orientations gouvernementales-là, elles doivent respecter les objectifs climatiques. Et ça, l'Union des municipalités du Québec a fait le même constat. Il faut que le PGIR vienne en dessous et non pas au-dessus de tout le monde pour qu'on soit cohérent, pour que l'action gouvernementale soit cohérente. Je vais mentionner aussi que le projet de loi, on en profite pour corriger des erreurs du passé, des erreurs de la CAQ, je dois le dire, parce qu'en fait, ils ont commis une erreur historique lorsqu'ils ont lié les tarifs d'électricité à l'inflation. Et là, à ce moment-là, je me souviens d'avoir entendu un ministre dire que, ben non, l'inflation, ça n'atteindra jamais 5 %.
Ça ne dépassera pas même les 3 %, mais en retirant la régie de l'énergie du dossier, puis dans le fond, en alignant ça à l'inflation, bien, et oui, on l'a vu, l'inflation a dépassé bien au-delà les 3 % par la suite de la pandémie. Alors là, on est revenu, on a fait un projet de loi il y a quelques mois pour dire on va limiter à 3 %. Puis là, maintenant, on revient avec ce projet de loi 69 où là, on dit, bien, finalement, ça va être la régie de l'énergie. Donc, ce qu'il y avait au départ, qu'on a tenté de modifier 2 fois, bien là, on revient à cet état de fait-là, que c'était la meilleure pratique de suivre la régie de l'énergie. Le projet de loi vient aussi modifier la manière dont les tarifs pour l'électricité patrimoniale sont établis. Et là, je mentionne qu'il y a eu, puis plusieurs groupes sont venus nous parler d'une préoccupation concernant des emplois en région qui sont liés à des tarifs quand même industriels qui sont plus bas, mais qui correspondent aux coûts qu'ils avaient à ce moment-là. Et c'est sûr que si on crée de la nouvelle énergie, bien, les coûts vont monter. Et ça, il y a une grande inquiétude concernant les emplois. Et je vais vous lire à cet effet le mémoire du Conseil du patronat qui nous a dit le CPQ s'inquiète toutefois du fait que plusieurs dispositions du projet de loi 69 conduiront à des hausses importantes de tarifs pour les entreprises, petites et grandes, et que les tarifs peuvent ultimement ne pas refléter le coût de service. Et là, plusieurs nous ont fait état des risques de perte d'emploi dans les régions. Et c'était essentiellement en région qu'on parlait de ces pertes d'emploi parce que les grandes entreprises de ce type-là sont situées en région. Ensuite, le projet de loi prévoit une plus grande ouverture à la revente d'électricité, notamment d'une entreprise privée vers une autre entreprise privée. Ça, plusieurs sont venus nous dire que ça amenait une brèche dans le monopole de distribution d'Hydro-Québec. Et bien que là, ça semble être circonscrit, bien, en fait, on peut se poser la question si ce ne sera pas un cheval de Troie qui va rentrer et pour briser pour de bon le monopole de transport et de distribution d'Hydro-Québec. Et à ce titre, je vous lirai un extrait du mémoire de l'Union des producteurs agricoles qui connaissent bien nos régions, connaissent bien la réalité, et ils nous disent clairement que l'article 38, celui qui ouvre une brèche, l'UPA s'oppose totalement à cette disposition, car celle-ci marque notamment une première étape vers l'institutionnalisation de la vente privée d'électricité au Québec, que ça pourrait créer 2 classes de consommateurs d'électricité, et ils rajoutent et disent ça ferait en sorte de multiplier les projets privés en zone verte. Ils rappellent la zone agricole est une ressource limitée, non renouvelable et essentielle à l'autonomie et la sécurité alimentaire des Québécois. Tout à fait d'accord avec eux. Donc, on doit préserver nos terres agricoles et je comprends leurs inquiétudes. Je pourrais aussi dire qu'il y a une inquiétude face à une possible ingérence politique dans les décisions de la Régie parce que le projet de loi prévoit que le gouvernement pourra émettre ses préoccupations tant sociales qu'économiques ou environnementales à la Régie de l'énergie afin de les orienter sur leurs décisions. La Régie de l'énergie devrait être indépendante, Madame la Présidente, et ici, il semble aussi y avoir une brèche. Et avec les articles qu'on a vus ce matin concernant Nordvolt, je ne suis pas rassurée, Madame la Présidente. Je crains qu'on ait aussi de l'ingérence politique dans les tarifs d'électricité. Et finalement, je voudrais rappeler, donc je vais conclure là-dessus, Madame la Présidente, il me reste à peine 1 minute, que je rappelle que le gouvernement de la CAQ n'a jamais obtenu le mandat de la population pour effectuer une réforme aussi importante. Il est essentiel d'aller consulter la population. Et j'aimerais aussi que la CAQ en profite. On a eu un changement de ministre. Ça serait le bon moment là, de prendre une pause, de reporter l'étude du projet de loi, puis, encore une fois, de tenir une réelle consultation. Et donc, comme je l'ai dit au début, il est clair que nous voterons contre ce projet de loi, mais bien entendu, si le projet de loi avance et que l'étude détaillée commence, bien, vous pouvez compter sur moi, Madame la Présidente, et sur ma collègue qui est porte-parole du dossier de l'énergie pour travailler et questionner tous les éléments, tous les articles de ce projet de loi-là pour s'assurer
que les impacts soient le plus minime possible pour les Québécois et nos entreprises en région. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée.